Bonjour à toutes et tous, bienvenue à Big pour cette 10e édition de Big et cette table ronde éco. Aujourd'hui, on va parler avec mes intervenants de start-up industrielles et surtout comment réussir le passage à l'échelle d'une start-up industrielle. On va revenir un peu sur ce que ça signifie. Juste pour expliquer aussi, il y a 4 intervenants qui sont présents aujourd'hui. Simplement, les aléas du direct sont les suivants. Il y a une tempête qui a lieu, qui s'appelle la tempête Kirk, et qui a bloqué malheureusement 2 intervenants. Donc, Quentin de Néolith nous rejoindra un petit peu plus tard et Mathilde malheureusement a dû annuler sa participation. Pour autant, j'ai le plaisir d'avoir avec moi sur cette table ronde 2 dirigeants et dirigeantes de start-up industrielles qui vont vous parler aussi de leur parcours, du parcours de leurs entreprises jusqu'à aujourd'hui pour réussir justement les différentes étapes qui amènent une start-up à s'approcher d'un modèle de rentabilité et de performance industrielle. Moi, je m'appelle Nicolas Etienne, je suis manager des accélérateurs Néo chez BPI France, c'est-à-dire je m'occupe des pros. Ok, est-ce que c'est mieux comme ça? Est-ce qu'on peut augmenter le son? Visiblement, on m'entend mal. Donc, je suis manager des accélérateurs Néo Startup Industriels et mon rôle, c'est d'accompagner des dirigeants de start-up industrielles. Donc, tous les jours, mon travail consiste à essayer de trouver des solutions, des expertises qui leur permettent de répondre à leurs problématiques, notamment dans tout ce travail qui consiste à faire passer d'une boîte d'un stade d'innovation à un stade industriel. Dans cette table ronde, on va revenir sur le cheminement, comme je disais, des dirigeants et des dirigeantes de start-up industrielles qui passent à l'échelle, comment elles mettent en place toute leur stratégie d'industrialisation, donc comment passer d'une innovation à un produit industrialisable et commercialisable, comment passer du prototype à la série industrielle, quels sont les critères clés de réussite d'un passage à l'échelle, et on a discuté ensemble, pour traiter ce sujet, de le traiter autour de 3 grandes thématiques. La première, sur le financement des startups industrielles. La deuxième, sur ce qu'on appelle la sécurisation ou le dérisquage de l'industrialisation. Et la troisième partie, on va plutôt parler également de la transformation organisationnelle qu'il faut gérer dans cette phase de passage à l'échelle, en termes de croissance d'entreprise, en termes d'organisation, mais aussi en termes de culture, passer d'une culture R&D très centrée projet à une culture plus industrielle, très centrée exploitation. Pour commencer, je vais vous proposer peut-être de vous présenter. Donc, comme je disais, donc, si vous avez mal entendu, Florence, qui est dirigeante de Limatech, une entreprise basée d'origine, le siège est à Toulouse, mais qui a un site industriel depuis cet été, en Auvergne-Rhône-Alpes, et qui produit des batteries lithium pour l'aéronautique. Florence, est-ce que tu veux peut-être présenter ton entreprise, ton innovation, et dire où vous en êtes aujourd'hui dans les stades de développement de votre entreprise? Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Ah. Est-ce qu'on peut augmenter le son du micro? Je ne sais pas si c'est possible, ça. Ouais. C'est bon. Ok, merci beaucoup. Là, c'est mieux? Parfait. Donc, nous, on s'appelle Limatech et on fabrique des batteries au lithium pour décarboner l'aviation. C'est des batteries pour remplacer les batteries qui sont au nickel-cadmium ou au plomb, qui sont lourdes et toxiques, par du lithium qui est 3 fois plus léger. Et donc, par ce gain de poids, économiser du kérosène et donc du CO2. Et en 5 ans de commercialisation, on pourra, on a fait le petit calcul, économiser jusqu'à 2 millions de tonnes de CO2. Nos batteries, elles sont 3 fois plus légères, ont besoin de 2 fois moins de maintenance et une durée de vie de 10 ans, donc 2,5 fois supérieure à ce qui existe aujourd'hui. Et par rapport à du lithium, on a fait des tests en janvier dernier et on a vu qu'on arrivait à faire 13 démarrages consécutifs d'une turbine, là où une autre batterie au lithium n'en fait que 5, ou les vieilles technos n'en font que 3. Résultat, on réussit à augmenter la densité de puissance de 150% par rapport aux accumulateurs d'aujourd'hui. Et grâce à notre électronique qu'on a brevetée. Donc ça, c'est pour la technologie. Imaginez-vous un matin, vous dites, tiens, aujourd'hui, je vais monter une start-up industrielle. C'était en 2016. Ce terme n'existait pas encore. Mais on m'avait même dit à l'époque que c'était un oxymore. Aujourd'hui, on parle de réindustrialiser la France et on est là aujourd'hui pour en parler. Merci beaucoup Florence. Et toi Michel, est-ce que tu veux te présenter Calixia, ce que vous faites et où vous en êtes aujourd'hui? D'accord. Est-ce que vous m'entendez correctement? Bon.
Donc Michel Boyer-Chamard, je suis directeur général délégué dans une clean tech industrielle B2B dans la chimie avancée qui s'appelle Calixia. Calixia a été fondée en 2016. C'est difficile d'expliquer dans la chimie avancée ce que font nos produits exactement. Donc soit on le dit en 2 mots, des plastiques biodégradables, soit on le dit en 2 minutes, des solutions de micro-encapsulation pour aider nos clients industriels dans l'agriculture, les matériaux avancés et les biens de consommation à protéger, contenir et relarguer à la demande leurs ingrédients chimiques. Tout ça pour dire, nous servons des grands groupes industriels chimiques et en leur fournissant du flaconnage à l'échelle microscopique. Voilà. Le monde de la chimie avancée est un peu compliqué. Je n'irai pas plus dans le détail. Ce qui est important pour vous, c'est de savoir que nous avons été fondés en 2015 comme une émanation des laboratoires de Harvard et de l'ESPCI. Là-bas, il y a des scientifiques de très haut niveau, de rang mondial, sur les sciences de l'émulsion, les sciences de la mayonnaise et de la vinaigrette, en gros, et qui, en utilisant leur savoir-faire, ont fait une spin-off avec mon chef, le président et PDG Jamie Walters, un Anglais. Pour une fois, c'est un Anglais qui vient fonder une boîte en France et pas un Français qui va fonder une boîte en Californie. Donc en cela, Calixia est un peu étonnant. Nous sommes basés près de Créteil. On a un premier site industriel à Créteil. On est en train de construire notre 2e site industriel juste à côté. Et je vois quelques notables représentants de Calixia dans la salle. On est une centaine de personnes. Taux de féminisation 60%, 50 ingénieurs et chercheurs, 2e usine près de Créteil, et avec des ambitions mondiales, parce que nos clients sont dans l'agriculture, dans les biens de consommation, dans les matériaux avancés, des grands groupes mondiaux. Donc d'emblée, on se conçoit comme internationaux. On est basé en France, on est là pour réindustrialiser la France, pour profiter du bassin d'emploi et du bassin de compétences français, naturellement, mais nos ambitions sont mondiales. Voilà. Et au-delà de notre premier site, on a prévu de construire des usines sur chacun des continents pour être au plus près des clients, au plus près des marchés, avec des boucles les plus courtes possibles. Voilà. Pour ma part, juste un mot sur moi. J'ai rejoint Calixia il y a 2 ans. Après un long parcours dans l'industrie, moi j'ai toujours adoré l'industrie. Après mes études d'ingénieur, j'ai fait le choix de l'industrie dans les années 90. J'ai fait 20 ans chez Saint-Gobain, où j'ai dirigé pas mal de business units en France et à l'étranger. Malheureusement, en tant qu'industriel, je dirais que j'ai eu plus à fermer des sites en France et à construire des usines en Chine et aux États-Unis. Et je suis, chez Calixia, ravi pour la première fois d'avoir à construire des sites en France. Donc, c'est pour ça que c'est extrêmement intéressant aujourd'hui de cette ambiance, ce dynamisme de réindustrialisation et de la deep tech et de la French tech, parce qu'on a quelque chose, en quelque sorte une renaissance qui nous manque tant. J'ai commencé ma carrière quand il y avait 22% de part du PIB dans l'industrie. Aujourd'hui, on est à moins de 10%. Il est temps que les choses, que le vent tourne de ce point de vue-là. Voilà. Merci beaucoup. Peut-être pour introduire aussi et prendre un peu de recul aussi, vous êtes les représentants là donc 2 représentants de start-up industrielles. Aujourd'hui en France, il y a l'Observatoire des start-up industrielles réalisé en 2023, recensait 2500 start-up ayant un projet à vocation industrielle. C'est un projet ayant à vocation à construire du coup soit une première ligne de production, un premier atelier, une première usine. Il y a eu 60 sites industriels construits par des startups industrielles sur l'année 2023, donc en légère hausse par rapport à 2022. Et dans ces projets, on demandait de lever 4,18 milliards d'euros, donc quand même une somme hyper importante pour 60 projets industriels. Pardon, on m'appelle. Une somme très importante de 4,18 milliards d'euros, alors tirée un peu par des gros projets de levée de fonds et de Gigafactory comme Vercor par exemple. Mais sur ces 4,18 milliards d'euros, il y avait 2,7 milliards d'euros consacrés à des levées de fonds vraiment spécifiques à l'industrialisation ou la pré-industrialisation. Donc on a quand même une accélération sur l'année 2022 de ces levées de fonds. Pour autant, sur l'année 2023, pour autant, en 2024, il y a un resserrement aujourd'hui de ces financements, de ces projets d'industrialisation. C'est plutôt les tendances qu'on observe avec moins de sites qui sortent de terre
moins d'investissement. Michel, je me tourne vers toi sur la question du financement des startups industrielles. Quelle est la difficulté pour un dirigeant de startup industrielle pour financer son projet, et notamment pour aller convaincre des investisseurs qui n'ont peut-être pas l'habitude de ces projets à long terme, qui demandent beaucoup d'investissement en CAPEX, d'investir dans une entreprise comme Calixia? Alors effectivement, c'est la combinaison du mot start-up et industriel qui pose un peu une question. Parce que jusqu'à il y a 10 ans, il y avait peu de start-up véritablement industrielles. Les activités industrielles et l'innovation industrielle et technique résultaient des grands groupes ou des ETI ou des PME. Mais ce n'est qu'il y a 10-15 ans qu'on a commencé à voir des startups véritablement industrielles. On a pas mal d'exemples en tête avec la French Tech. Le problème, c'est que tout l'écosystème, qui dit startup, dit en général l'écosystème des venture capitalistes, donc des capitaux risqueurs. On en discutait avec des cadres de BPI France. Il y a un problème aujourd'hui dans l'écosystème des VC en France. C'est que, en fait, il faut une dizaine d'années pour que l'écosystème se monte en compétence sur un secteur d'activité donné. Il y a 10 ans, c'était le SaaS. Alors, ça a mis du temps. Il y a eu plusieurs années pour que l'écosystème des startups puisse se doter d'experts, d'operating partners, d'investment partners qui sachent vraiment de quoi il s'agit dans ce secteur qui était le SaaS. Il y a eu ensuite il y a les biotech, il y a pas mal d'autres secteurs comme ça. Les clean tech plus récemment. Et maintenant, les deep tech, je dirais, ou les choses vraiment, très, très industrielles et techniques. Mais il y a encore un effort pédagogique à faire auprès de ces VC qui doivent eux-mêmes se doter des bonnes compétences et des bons experts, hein, pour qu'un dossier véritablement industriel soit vu avec un regard compétent et compréhensif. Et c'est encore aujourd'hui une difficulté. Ça s'améliore. J'écoutais justement M. Dufour quand on parlait. Ça s'améliore, mais ça prend du temps. Hein. Et donc, pour nous, start-up industriels, aborder le monde des VC, ça demande un effort pédagogique sans doute supérieur. Hein. Peut-être sur le temps que ça prend, on a échangé, Florence, sur ce sujet, le temps que ça prend justement un projet industriel et pour valider toutes les échelons clés qui permettent justement de passer à l'échelle. Comment tu travailles, toi, ta stratégie d'industrialisation pour aller convaincre des investisseurs et de t'accompagner pendant 8 ans dans la création du projet industriel de l'Imatech? Alors moi, je fais partie aussi de Start Industrie, donc je suis membre du board. On représente du coup les 2500 startups industrielles en France, donc c'est une association. Et c'est vrai que du coup, on peut discuter ensemble et comprendre quelles sont les problématiques. Donc globalement, on a tous les mêmes problématiques, c'est le financement. Et ensemble, on essaie de créer une sorte de notice ou une aide à destination des fonds d'investissement. On s'est dit que peut-être qu'ils avaient une méconnaissance de ce nouveau terme, start-up industriel, et qu'on pouvait leur apporter une aide à ce niveau-là. On s'est appuyé d'études qui existent et qui ont été faites aussi par des fonds d'investissement. On a créé un groupe avec aussi des fonds d'investissement pour réfléchir à cette problématique-là. Et je pense que vous connaissez tous l'échelle TRL. Donc c'est une échelle ça veut dire Technology Readiness Level. Donc c'est une échelle pour venir percevoir la maturité technologique d'une start-up. Mais à côté de TRL, quand on parle d'industrie, il existe aussi l'échelle MRL. MRL, Manufacturing Readiness Level. Donc c'est la même chose, mais pour le côté industrie. L'échelle du MRL, c'est 1 jusqu'à 10. Et il faut imaginer qu'une case, donc 1 ou 2, etc., ça vaut à peu près 1 an. Donc ça veut dire que pour arriver à une maturité de scale, il faut 10 ans. Moi, j'en suis à 8 aujourd'hui. Et 8, quand on regarde justement sur cette échelle au niveau des fonds d'investissement, c'est la première année où ils commencent à s'intéresser à financer le projet. Donc ça veut dire qu'il a fallu tenir 8 ans avant sans fonds d'investissement privé. Heureusement, il existe
le public, donc les subventions, les prêts publics, etc. La BPI qui fait un travail extraordinaire. L'Europe, pour ceux qui veulent tenter l'aventure aussi, avec la Commission européenne et l'EIC Accelerator, par exemple. Et heureusement que tous ces dispositifs existent pour pouvoir tenir ces fameux 8 ans avant d'intéresser les fonds d'investissement privés. Pourquoi ils ne veulent pas venir avant? Tout simplement parce qu'il y a trop de risques et qu'ils sont aussi un petit peu dans la méconnaissance de tous ces risques, justement. Donc ils ne veulent pas porter à la fois le risque industriel, le risque commercial et parfois même encore le risque technique. Donc aujourd'hui, on n'a pas encore la solution magique à tout ça, mais en tout cas, on y travaille. Et je pense qu'à l'avenir, les choses pourraient changer, mais ça va prendre du temps. En attendant, pour arriver à passer les premières années, en tout cas, d'une start-up industrielle, nous, comment on a fait et comment les autres ont fait aussi, c'est par les fonds publics, c'est par des business angels, c'est par des family office, des fois des fonds industriels également qui comprennent mieux nos problématiques, et également le crowdfunding. Donc nous, on en a fait à chaque fois, ou presque, qu'on ait fait des levées de fonds. Et on réfléchit même avec la BPI et Start Industrie à monter carrément un fonds, donc une plateforme de crowdfunding spécialisée pour les startups industrielles et peut-être même sur le site BPI. Peut-être ce que ça vous permet de faire aujourd'hui le crowdfunding, donc effectivement en attendant d'avoir des fonds d'investissement industriels plus spécialisés, mais concrètement, quels sont dans le crowdfunding que vous avez mené pour l'Imatech, quels sont les bénéfices que vous en tirez aujourd'hui et qu'est-ce que ça vous permet de faire au-delà de simplement lever de l'argent? C'est-à-dire Non, mais on en avait échangé. En gros, ça vous permet aussi de mieux faire connaître votre technologie, d'avoir un certain nombre de personnes aussi qui prennent possession de la technologie, qui la comprennent très en amont, au-delà d'investisseurs en capital risque, etc. Mais bon, sinon c'est pas grave. C'est peut-être moi qui me faisais une idée. Mais en gros, sur la stratégie de crowdfunding, qu'est-ce que ça vous permettait de faire en complément d'autres financements? Quelle est la spécificité d'une levée de fonds en crowdfunding? Aujourd'hui, c'est qu'on amène plusieurs personnes dans le capital. Comme on est des petites entreprises, on n'a pas forcément beaucoup d'employés qui peuvent prendre la marque, devenir ambassadeurs, comme des grandes boîtes, par exemple. Et du coup, le fait de faire un appel au grand public, c'est aussi donner la possibilité à tous de devenir souverains et nous aider à rester en France également. Et ça nous fait, du coup, 300, 400 personnes qu'on peut rajouter à notre communauté, qui vont parler du projet, qui vont nous aider, nous apporter peut-être du réseau, des idées. Dès qu'on a une question, il y a souvent quelqu'un qui a une réponse à nous apporter. Donc voilà, c'est une force en fait de pouvoir être plus nombreux à porter le projet. Merci Florence. Et peut-être Michel, sur ces sujets des levées de fonds, vous avez réussi une levée de fonds là, très récemment à la rentrée en série B à hauteur de 35 millions d'euros. Est-ce que tu peux peut-être nous donner les critères clés de réussite de cette levée de fonds en entrant un peu spécifiquement en détail sur ce que vous avez fait avec Calixia? Bien sûr. Est-ce que est-ce que ça va quand je parle comme ça va? Parce que parfois j'ai l'impression de m'égosiller. Un peu plus fort quand même? Ok, bon. Alors, lever des fonds auprès des investisseurs en tant que start-up, c'est un commentaire général pour les start-up. Je veux dire, les critères clés que les investisseurs vont chercher. Alors, d'abord, effectivement, tu as mentionné qu'on venait de clore notre série B. Donc, Calixia a levé pendant la série A une quinzaine de millions d'euros en 2021. Il y avait une période de seed money, angel money au début. 2021. 15 millions d'euros en série A avec un VC lead qui s'appelle Astanor, qui est un VC de référence sur tout ce qui est agri, food tech, impact. Et on vient de conclure en août un deuxième tour de table, ce qu'on appelle série B, avec 30 millions d'equity et ça déclenche tout un tas de financements non dilutifs, une trentaine de millions de dettes après qu'on pourra avoir facilement. Donc c'est un processus qu'on a lancé début 2023, donc avril-mai 2023. On s'est lancé dans la préparation de la documentation. On s'est lancé sur le marché à l'été 2023.
Et nous pensions, Jennifer ici connaît, nous pensions que ce serait clos à Noël 2023, mais évidemment, le contexte fait qu'aujourd'hui, il y a un petit bas de cycle dans le venture financing, c'est-à-dire l'argent mis à disposition des startups par les investisseurs type VC. Donc, ça nous a pris tout mis bout à bout, 18 mois. Hein, voilà. Mais on est bien content d'avoir franchi ce cap Horn. Et là, maintenant, on vogue dans les eaux tranquilles du Pacifique avec des alizés dans le derrière. Donc, c'est très, très bien. Ce que je veux dire, c'est que dans toutes les startups, il faut inspirer confiance. Alors, inspirer confiance, pas seulement aux investisseurs. Il faut inspirer confiance auprès des collaborateurs, bien sûr. Parce qu'on ne fait rien sans les personnes, c'est avant tout des aventures humaines. Des clients, bien entendu, hein, et aussi des autorités, parce que c'est elles qui nous donnent des coups de pouce, qui vont nous aider à trouver des bâtiments, des installations, des subventions. Et BPI France, évidemment, fait un travail absolument remarquable depuis 10 ans, et on est très, très bien accompagnés. Alors, c'est un commentaire un peu général. Mériter la confiance des investisseurs, des collaborateurs, des clients et des autorités, sachant que le monde du VC connaît la chanson, hein, et que derrière tout succès, il y a toujours un petit mensonge caché, hein, et au moins par omission au démarrage. Hein. On le sait tous. Hein. Il y a cette phrase célèbre en Californie qui est « fake it till you make it ». Hein. Donc les investisseurs le savent. Hein. Donc, quand c'est du seed, ils savent qu'il y a un peu plus de fake que de make. Hein, et puis, plus on devient mature, plus les tours de table s'enchaînent, que les résultats arrivent, les contrats sont signés, les résultats d'industrialisation sont là, eh bien, on est de plus en plus crédible. Voilà. Hein. Et donc, c'est vraiment un équilibre à trouver. Hein. Je voudrais juste insister sur le fait qu'évidemment, il faut des engagements clients. Alors, tout le monde dit off-take agreement, mais qu'est-ce que ça veut dire, hein? C'est toute une zone grise. Hein. Ne vous laissez pas berner par ce terme très générique auquel personne ne comprend rien. Mais c'est trouver un certain degré d'engagement client au niveau de l'innovation, au niveau des commandes, au niveau des financements de recherche, etc. Donc, il y a ça qui est très, très important. Évidemment, c'est un critère très important pour un investisseur. Des collaborateurs, alors l'investisseur regarde un peu moins ça, mais c'est la réalité du quotidien d'une start-up. Il faut quand même se doter d'une structure de middle management super solide, hein, et d'un COMEX super solide. Donc ça, c'est très important aussi de bien penser à la composition de son COMEX et le niveau juste en dessous que nous, on appelle team leader. Je ne sais pas si j'ai vraiment répondu à la question, mais en tout cas, ce sont les critères de sélection, critères de go. Hein. C'est la checklist go, no go pour un investisseur pour investir dans une start-up comme la nôtre. Mais je ne sais pas si Florence, tu veux compléter, si tu vois d'autres critères de réussite sur des levées de fonds ou des choses comme ça. Sinon, je vois que Quentin est arrivé, mais je te laisse arriver, Quentin, et prendre possession du sujet. Effectivement, il y a les 3 risques à lever. Comme je disais tout à l'heure, hein, c'est le risque industriel, le risque technologique et le risque marché. Il y en a des fois certains qui... On n'entend pas ? Le problème, c'est qu'on ne va pas hurler. Est-ce que c'est possible d'augmenter le son ou c'est impossible ? Ouais, c'est ça. Ok. Ça marche. Ok, je vais essayer. Donc, il y en a certains des fonds qui acceptent peut-être de prendre un risque ou 2 maximum, les 3, jamais, j'en ai pas rencontré encore. Et c'est vrai que pour... le risque industriel, c'est celui qu'ils ont le plus de mal à prendre et pourtant, c'est celui qu'on se pose la question du pourquoi. Parce que finalement, quand on achète des machines, un bâtiment, etc., c'est du réel, c'est palpable. Ça ressemble finalement à de l'immobilier. On se dit, si jamais ça ne marche pas, on peut toujours le revendre. Donc ça, c'est vraiment une question que je me suis posée. Pourquoi finalement ça leur fait tant peur alors que quand on investit sur du soft ou des choses comme ça, c'est quand même pas très palpable. Voilà, ça c'est vraiment une question que je me pose. Peut-être que vous la posez aussi. Et donc, je me dis peut-être que ça peut changer. Et si on leur apporte peut-être des exemples de start-up industrielles qui fonctionnent bien, ça pourra aussi les rassurer pour le futur. Donc c'est à nous de montrer la voie.
peut-être Quentin, bienvenue déjà. Quentin qui est donc directeur des affaires publiques de Néolith. Je vais te laisser peut-être représenter ce que vous faites à Néolith, quelle est l'activité et l'innovation de Néolith et où vous en êtes aujourd'hui. Mais sur cette question, par la suite, en gros, vous avez une stratégie assez particulière qui consiste à lever des fonds pour le corporate et aussi pour l'infra. Donc, est-ce que tu pourrais nous l'expliciter aussi là-dessus et comment justement vous arrivez à convaincre justement des investisseurs d'aller investir sur telle ou telle partie? Bonjour à toutes et à tous. Désolé pour ce retard qui est dû à un peu trop d'eau sur les voies de la SNCF. Néolith, c'est une entreprise qui est basée à côté d'Angers, dans la campagne angevine, ce qui est assez atypique pour le souligner. Notre activité consiste à transformer des déchets non recyclables et non dangereux en matériaux de construction qui sont intégrés dans des bétons sous la forme de granulats, donc de petits cailloux qui remplacent des granulats de carrière habituellement. Donc c'est une logique très circulaire. On essaye d'avoir une approche aussi très locale en travaillant d'un côté avec des apporteurs de déchets, nos clients premiers, et puis de l'autre côté en bout de chaîne avec des entreprises de la construction ou des carriers qui voudraient baisser l'empreinte carbone de leur construction ou bien de leur mix granulatique, si je me permets l'expression. L'activité de Néolith aujourd'hui repose sur 2 pilotes industriels qu'on a installés à côté d'Angers, qui nous donnent la capacité, on y reviendra sûrement après, à prouver d'abord que ça fonctionne, à affiner nous nos choix technologiques et notre maturité industrielle. C'est là où peut-être on a une différence avec les boîtes de la tech, c'est qu'on se confronte à des Everest assez régulièrement. Et toute notre stratégie repose en effet sur la réplication de nos usines un peu partout en France, puisque ça ne vous aura pas échappé que traiter du déchet localement a plus de sens que de balader des camions un peu partout. Donc notre stratégie, nous, en termes d'investissement, jusqu'ici, ça fait 5 ans qu'on existe, on est 200 personnes, a consisté à lever des fonds pour la croissance corporate de la boîte. On continue, puisque la rentabilité de Néolith ne sera atteinte qu'à partir d'un certain nombre d'usines qui tourneront et qui auront prouvé leur rentabilité. Donc on est en effet dans une un double momentum de levée, avec à la fois ces 200 personnes qu'il faut continuer à payer, tout simplement. Toute la R&D qu'on a chez nous, qui est assez atypique, puisqu'on a pas loin de la moitié des effectifs qui est concentré sur la R&D, à la fois matériaux, chimie, et puis de l'autre côté industriel, pour justement construire l'usine grande capacité de demain. Et puis donc une levée infra qu'on prépare, qui va nous servir justement à installer les 3 premières usines, probablement dans le sud de la France, avec des logiques tout à fait différentes, puisque là on présente un projet avec un TRI, avec des CAPEX, et on est assez challengé là-dessus, je crois qu'on y reviendra tout à l'heure. Voilà à peu près le topo de Néolith. Le bénéfice de Néolith, quand même, pour le dire, au-delà de la bonne idée, c'est de ne plus envoyer de déchets en enfouissement ou en incinération, donc d'éviter des émissions de carbone qui sont assez importantes et quelques pollutions. Et puis en plus de ça, c'est de réussir à séquestrer le carbone qui est contenu dans le déchet, puisque notre procédé consiste on pourrait appeler ça une fossilisation accélérée. C'est un petit peu galvaudé comme mot, mais le principe est d'emprisonner cette part biogénique du carbone qui est contenu dans le déchet initialement pour séquestrer ce carbone et donc ne pas le réémettre comme ça aurait été le cas en enfouissement ou en incinération. Merci beaucoup, Quentin. On a beaucoup parlé jusqu'à présent du sujet de financement et des stratégies de financement pour justement aller lever des capitaux, trouver des ressources financières, trouver les bonnes stratégies, les bons discours pour aller lever des capitaux et financer le projet d'industrialisation qui peut avoir des natures différentes, effectivement, selon les objectifs d'industrialisation. Pour convaincre des investisseurs de suivre les projets, etc., il y a un enjeu, et ça a déjà été un peu dit en sous-texte, de dérisquer le modèle industriel. Donc de construire une stratégie d'industrialisation qui va méthodiquement construire les étapes du projet d'industrialisation en sécurisant chacune des parties et en s'interrogeant sur un certain nombre de choses, sa position dans la chaîne de valeur, où on va s'implanter, comment on le fait, comment on intègre un marché, un secteur d'activité en obtenant des certifications. Bref, comment on rassure l'investisseur en montrant qu'on est très performant dans son secteur, sachant qu'on est une entreprise très innovante qui fait quelque chose que, grosso modo, personne ne fait. Et il faut convaincre des gens qui sont installés sur ce marché d'adopter cette nouvelle solution.
Peut-être sur ce sujet, d'entrer sur un secteur d'activité et travailler sur l'obtention de certification. Florent, je me tourne vers toi parce que vous avez obtenu récemment, cette semaine, quoi, si j'ai bien compris, une certification dans l'aéronautique au niveau le plus élevé qui vous permet d'être l'une des premières, enfin la première entreprise depuis les années 50 à obtenir ce niveau de certification. Est-ce que tu peux nous en parler et quelle a été la trajectoire pour réussir à obtenir cette certification ? Effectivement, on est super fiers, avec toute l'équipe de l'Imatech, d'avoir réussi la semaine dernière à obtenir la certification du produit, donc de la batterie, pour intégrer les avions. Donc là, ça veut dire que en fait, c'est ce qui nous permet d'aller sur le marché. Avant ça, on ne pouvait pas. Et on en a même décroché une deuxième le même jour. Donc c'est l'agrément de conception. Donc c'est ce qui nous apporte une autonomie et le fait de pouvoir proposer des produits sur étagère plutôt que du spécifique. Donc ça nous évite toute la dépendance aux clients, ce genre de choses. Et donc on est les premiers effectivement en Europe à certifier une batterie au lithium pour l'aéronautique, les premiers au monde à être certifiés par l'EASA pour une batterie au lithium aéronautique, et le second dans le monde à avoir une batterie au lithium certifiée aéronautique, sachant que les premiers étaient quand même les Américains en 2018. Voilà. Merci. Donc forcément, ça rassure les financiers et tous ceux qui ont cru au projet depuis le début aussi, puisqu'on avait quand même cette épée de Damoclès toujours sur la tête, à se dire est-ce qu'on va y arriver, sachant que ça faisait depuis 2013 qu'il y a beaucoup d'acteurs qui essayaient. Et il y avait eu des petits problèmes sur les Boeing, pour ceux qui connaissent l'actualité, qui avaient un peu pris feu sur les tarmacs à l'époque, à cause du lithium. Donc, on s'était dit, finalement, pourquoi nous, en fait ? Pourquoi on y arriverait alors qu'il y en a plein qui essayent et qui n'y arrivent pas, du coup. Et on a vraiment douté à des moments, parce que ça a été un labyrinthe de réglementation. La certification, ça a été très long, 8 ans, du coup. Difficile. Mais bon, on est là pour déjouer les statistiques. Hein. Voilà. Donc ça, après, c'est vrai que j'espère que ça va nous ouvrir des portes pour le financement à l'avenir. Et je pense que c'est déjà en train et on a déjà quelques LOI signés. Donc je pense que ça va débloquer la situation financière future. Merci. Peut-être sur, au-delà de la certification, si on va sur le projet d'industrialisation en tant que tel et la construction d'un schéma industriel qui soit performant. Michel, tu as une double expérience là-dedans, si j'ose dire. Tu es à la fois ton expérience précédente chez Saint-Gobain et ton expérience aujourd'hui chez Calixia. Comment aujourd'hui on arrive à avoir un outil de production qui soit suffisamment performant et surtout en faisant passer à l'échelle son modèle industriel du pilote qui nous a servi à démontrer la solution et à l'usine à l'échelle qui produit au niveau de son marché, au niveau des demandes. Comment on arrive à sécuriser ça, sachant qu'il y a quand même un changement d'échelle considérable et il y a sans doute tout un travail d'ingénierie, de standardisation qu'il faut faire pour réussir à réussir ce passage à l'échelle d'un point de vue technique. Très bien. Donc, je pense que quand on parle d'industrie, on en parlait lors de nos discussions de cadrage, il faut vraiment distinguer 3 modèles industriels. Il y a les procédés à feu continu. Donc ça, c'est le cas de Calixia. Hein. Donc on a des chaînes, on a des process à feu continu, des tuyaux, des liquides qui passent et des réacteurs. Il y a le manufacturing au sens de nombreuses pièces discrètes et standardisées, hein, l'assemblage. Hein. Et puis il y a l'artisanat de masse aussi, qui est aussi un modèle industriel qui existe. Donc ce que je vais dire là concerne vraiment la première catégorie, qui est les industries de procédés à feu continu, je dirais. Hein. Où là, il y a la question de mise à l'échelle du procédé. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire, la mise à l'échelle du procédé ? Ça veut dire à quel moment on change les paramètres, pression, température, etc., le modèle local de la réaction chimique, par exemple, en ce qui nous concerne. Ce qui est important, c'est de comprendre que chaque fois qu'on change d'échelle, alors on est très attiré par la course à l'économie d'échelle. On veut faire une machine 10 fois plus grande, marcherait tellement mieux. Hein. Donc, et là, les ingénieurs à la française adorent partir sur la planche à dessin et avec leur modèle de calcul. Et donc, on a tendance en France un peu trop vite à monter en échelle sur les parties du procédé. J'entends. La montée en échelle du procédé, c'est pas pareil que la montée en capacité.
ma capacité, je peux le faire avec des briques modulaires de base qui sont bien définies. Et ensuite, je rajoute des briques, je rajoute des lignes de production, mais qui sont standardisées, qui sont modulaires. Voilà. Donc, mon expérience chez Saint-Gobain, tu l'as mentionné. Chez Saint-Gobain, j'ai eu la chance de pouvoir... On m'avait confié quelques grands projets, comme le projet pile à combustible, projet substrat en nitrure de gallium pour l'auto-électronique, je vous passe les détails, mais c'était à chaque fois des sujets... Saint-Gobain adore les procédés, donc Saint-Gobain partait d'une innovation procédé, ensuite on faisait un projet R&D, et ensuite on construisait une usine. Et il nous est quand même souvent arrivé de voir que ce qui marchait au niveau du labo marchait un peu moins bien au niveau du pilote, et quand on passait à l'échelle industrielle, les rendements s'effondrent, les coûts opératoires s'envolent parce qu'on n'a pas bien conçu le diagramme homme-machine, etc. Donc il y a un vrai sujet là. Et pourquoi c'est un sujet? Parce que c'est une question de risque. Je reviens encore au niveau du risque pour le financier qui va fournir les fonds nécessaires à cette montée en échelle. Le pire des cas, c'est quand on va dire je vais construire une cimenterie. L'inventeur du ciment va construire une cimenterie. J'ai besoin d'un four rotatif qui coûte 400 millions d'euros. Et avant que j'ai ce four rotatif, de toute façon, je ne peux rien développer comme chiffre d'affaires. Alors, ça, c'est souvent comme ça que les industries ont été créées il y a longtemps, il y a 150 ans. Mais aujourd'hui, c'est plus possible dans le monde, dans le monde actuel, où il faut qu'on fasse de l'industrialisation agile, de l'industrialisation peu risquée. Donc, fort de mon expérience chez Saint-Gobain, où j'ai vu des choses où les rendements sont effondrés, on a été obligé ensuite de changer complètement, de pivoter complètement les projets. En arrivant chez Calixia, ce qui m'a plu, c'est que les fondateurs et les équipes qui m'ont précédé avaient quand même réussi le passage du labo à la ligne pilote et avaient un module, en gros, qui tient dans un container, de procédés intégrés. Et ça fonctionne. Alors, c'est toujours bricolé un peu, mais ça fonctionnait. Et là, ce qu'on a fait après mon arrivée, c'est mettre le paquet sur la finalisation de ce design d'équipement-là. Et on va pas rêver d'une machine plus grande. On va pas prendre ce risque-là. C'est un risque inutile, en fait. Et on va mettre le paquet pour faire un design d'équipement, de ligne de production, qui soit standardisé et qui puisse ensuite être utilisé comme des modules qu'on va rajouter progressivement. Avantage, évidemment, dérisquer le business plan. Je ne demande pas à mes investisseurs d'investir dans une usine de 200 millions. Je demande à mes investisseurs de me donner 10 millions, et ensuite 10 millions, et ensuite 10 millions. Donc, du point de vue de l'investisseur, ça rend le business vachement plus attractif. Deuxièmement, ça permet de réduire le coût du CAPEX, même par unité de capacité. Pourquoi? Parce que si on a standardisé un design, on paye l'ingénierie une seule fois. La fois d'après, c'est copy-paste, copy-paste, et on peut négocier des délais de fabrication et des coûts extrêmement attractifs auprès des fournisseurs d'équipements. Parce que si on joue à chaque fois à changer le design, on explose les CAPEX. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui est au cœur de la stratégie industrielle de Calixia, c'est de définir ce design modulaire et standardisé sur lequel on va baser notre expansion. Voilà. Et ça, c'est quelque chose de très important. Et à un moment donné, la lubie des économies d'échelle, il faut s'en détacher, parce que, encore une fois, ça fait prendre plus de risques, la course à l'économie d'échelle. Deuxième chose que je voudrais mentionner, donc cette modularisation, standardisation des équipements industriels. Et c'est une fois que ce travail a été fait que vraiment les investisseurs considèrent que le risque est suffisamment faible pour pouvoir vraiment commencer à investir dedans. Le deuxième point important, c'est l'open innovation. C'est aussi travailler au plus près, non seulement de ses clients pour le co-développement, mais également faire du co-développement en amont avec ses fournisseurs. Donc, si c'est un fournisseur de produits standards, on est en une stratégie de double sourcing. Jennifer est là, elle sait ça. Donc là, on essaye de mettre la pression pour les coûts. Mais parfois, il y a des fournisseurs sur lesquels on est très dépendant. Un formulateur d'une substance chimique bien particulière. Et bien là, on a auprès de nos fournisseurs clés une approche de co-développement, d'open innovation, comme on a avec nos clients. Et ça, c'est très important de le prendre extrêmement sérieusement, parce que finalement, on démultiplie nos efforts, de piocher les meilleures technologies existantes et les meilleures compétences autour de soi dans un écosystème. C'est également un moyen capital pour dérisquer le projet industriel. Voilà. Et justement, sur ce
dérisquage du projet industriel. Quentin, tu l'évoquais tout à l'heure, vous avez votre logique de répliquer à chaque fois vos usines, etc. Il y a un enjeu de sécurisation aussi, et finalement qui fait partie aussi de cette stratégie de dérisquer, c'est de sécuriser du foncier chez vous. Et c'est d'ailleurs ton métier, en partie. Comment vous travaillez justement et quelle est la stratégie de Néolith pour justement aller sécuriser des fonciers et prévoir l'implantation de différentes usines sur le territoire français? Juste un point pour rebondir sur ce que disait Michel. Nous, notre stratégie de dérisquage, elle consiste d'abord à choisir les bonnes technologies et à ne pas forcément rêver de technologies adaptées. Tu parlais de sur-mesure tout à l'heure, ou sur étagère, je ne sais plus. Nous, c'est un peu notre philosophie, c'est qu'on est venu récupérer des technologies qui étaient éprouvées dans d'autres domaines, qu'on a importées dans le domaine du déchet parce qu'on a un procédé assez atypique par rapport au simple fait de mettre des déchets dans une décharge. Donc on a récupéré ce savoir-faire, ce qui fait qu'on a d'abord essayé de standardiser la techno. Ce qui veut dire que peut-être qu'on perd un petit peu en secret industriel. Néanmoins, c'est l'assemblage des technologies existantes qui fait qu'on a un peu moins de risques. Alors, par rapport à ce que disait Michel, on prend un peu la tangente, nous, parce que c'est assez risqué, en fait. 3 usines, c'est un peu plus de 150 millions de CAPEX qu'on va lancer à peu près en parallèle. Donc, on n'aura pas de retour d'expérience, ou très peu, sur la première quand la troisième arrivera en fonctionnement. Ça, c'est assez risqué, c'est voulu, c'est une stratégie pour le coup d'entreprise, parce qu'on est sur un marché qui est extrêmement concurrentiel. On ne vient pas créer de besoins, ça c'est aussi ce que je voulais dire. Le risque, il est aussi de savoir sur quel marché on atterrit. Nous, notre marché, c'est le marché du déchet. Il y a des millions de tonnes qui sont produites chaque année. Malheureusement, on est encore très très loin du zéro déchet, malgré tous les efforts qu'on encourage, nous, le zéro déchet. On n'est pas là pour engranger un maximum de déchets. Et donc, on vient sur un marché où il y a un besoin qui est appelé et on ne vient pas créer de besoin particulier. On faisait référence tout à l'heure à des startups tech. Celle qui marche bien, le mieux peut-être, c'est celle qui justement apporte une solution à un besoin qui n'est pas encore solutionné, si je peux dire. Donc ça, c'est aussi quelque chose d'important. On rassure les investisseurs par notre capacité à prendre une place sur une chaîne de valeur de marché, peut-être à la place d'une autre technologie, mais pas en ajoutant quelque chose de plus. Ça, c'est le préambule que je voulais faire. Sur la question foncière, c'est un sujet qui est très compliqué parce que, par définition, ou pas d'ailleurs, ça dépend des projets, mais nous, nos déchets viennent plutôt des zones où l'activité économique est assez intense, donc des zones assez denses, donc des zones où le foncier est soit rare et donc cher, soit avec des composantes pas toujours idéales par rapport à nos clients, puisqu'il ne faut pas non plus je vous le disais, qu'on fasse naviguer des camions à tout prix. Donc la recherche foncière, pour nous, on a quelqu'un qui est dédié à ça. Moi, aux affaires publiques, j'ai un rôle beaucoup plus politique d'accompagnement, parce que un projet comme le nôtre a beaucoup d'avantages environnementaux, sociaux, on crée de l'emploi, on a une logique d'insertion professionnelle, on a une logique d'insertion paysagère de nos projets, on est très partenariaux aussi avec les acteurs du coin. Donc on a ça, tout ça, c'est des beaux avantages. Néanmoins, il n'y a que les élus locaux, et tu faisais référence tout à l'heure en parlant des autorités, et les services de l'État qui, à la fin, vont nous mettre le tampon, fût-ce pour le permis de construire ou fût-ce pour le dossier ICPE par l'Adréal. Donc on a un truc qui est indispensable dans notre atterrissage et dans la préparation du terrain. Et ça, indépendamment de la difficulté à trouver du foncier, c'est capital. Et aller rencontrer un maire dans une zone que l'on sait être un peu pourvoyeuse de foncier, en amont, il n'y a rien de mieux pour réussir à trouver du foncier. Il n'y a pas que la voie publique, on a aussi beaucoup de partenaires privés qui sont très intéressés justement par le volet réplication. Et puis sur la question foncière, peut-être un dernier point, il y a des terrains qui sont nus en France, des greenfields, il y en a partout, pas beaucoup mais il y en a. L'effort qu'on veut faire nous, c'est de réussir à récupérer des fonciers existants, qu'ils soient déjà viabilisés, imperméabilisés parce que ce sont des friches, ou bien des fonciers bâtis. Il y a une question notamment sur les entrepôts logistiques en France, vous en trouvez partout, il y en a beaucoup qui sont vides. Il y en a aussi qui se construisent. Nous, c'est une des réflexions qu'on a justement dans le dérisquage. Et tu disais que l'investisseur, ou Florence, je ne sais plus, l'investisseur est rassuré par le fait d'avoir un asset qui est revalorisable une fois qu'on disparaît. Et bon, notre logique d'anthropologistique, c'est aussi celle-là. C'est d'imaginer et de rassurer en ayant peut-être des investissements très lourds. Il y a de la machine, mais il y a aussi beaucoup de foncier, beaucoup de bâti. Et donc, la réutilisation, le recyclage du bâtiment, pour le coup, peut être pertinent et assez rassurant pour les investisseurs. Merci beaucoup. Est-ce que vous voulez compléter aussi? Vous avez connu des
des discussions pour implanter votre site. Vous, quel a été un peu le parcours là-dessus pour aller trouver du foncier? Vous avez inauguré, Florence, un site en juillet. Quelle a été justement la teneur des discussions sur ces sujets de votre côté? Effectivement, le 11 juillet cette année, on a inauguré notre première usine, puisqu'on avait été lauréat France 2030 première usine. Et donc, ça nous a pas mal aidé en termes de subventions. Et on a pu, du coup, monter 1200 mètres carrés pour commencer notre première ligne de production et commencer à produire. Pour trouver ce site, ça a été un parcours du combattant aussi. Hein. Je pense que vous connaissez ça. Et puis, alors, surtout, ma surprise a été immense quand un samedi matin, un huissier est venu chez moi pour me dire que en fait, je n'avais pas le droit de faire une activité industrielle dans ce site-là. Je venais d'y mettre plusieurs millions d'euros d'investissement dedans, bien sûr. Et là, je me suis dit, mais je comprends pas. Le bâtiment est industriel, ça se voit. C'était pas des bureaux, quoi. Et il me dit, ah bah non, c'est comme ça, c'est marqué dans le PLU. Alors je regarde, forcément, allô, monsieur le maire, qu'est-ce qui se passe, etc. Puis finalement, bon, on a pu changer ça. Mais franchement, j'ai une petite sueur hein, sur le moment. Mais voilà, donc c'est vrai que voilà, le foncier, c'est aussi une sacrée aventure. Et comme je l'ai dit, j'espère que c'est aussi quelque chose qu'ils verront comme étant un CAPEX intéressant et peut-être réutilisable et que ça rassurera également les fonds. Voilà. Et merci. Toi, Michel, tu n'as pas eu la goutte de sueur. Tu m'as dit que tu as eu plutôt un coup de bol. Exactement, tout à fait. Ou alors la goutte de sueur était faite par les gens qui géraient les projets avant que j'arrive chez Calixia. Non, mais c'est une affaire de sérendipité, c'est-à-dire que il faut savoir ce qu'on cherche, il faut se préparer, il faut s'être organisé, et puis parfois la chance arrive. Et en ce qui nous concerne, donc l'idée c'est qu'on avait un premier atelier à Bonneuil-sur-Marne, pas très loin d'ici, près de Créteil. On a été également lauréat de la première usine, du programme Première Usine l'année dernière. Il nous fallait un site dans le grand quart sud-est parisien pour faire de la chimie. Bon, donc ça, c'était quand même un cahier des charges un peu difficile, mais malheureusement, à cause de la désindustrialisation de la France, il y a finalement pas mal de bâtiments anciens à réhabiliter qui sont disponibles. En fait, on a trouvé plutôt beaucoup d'offres là-dedans. Ben, c'était jamais la bonne hauteur de plafond, c'était jamais la bonne infrastructure, la dalle de béton, machin. Et là, on a eu la chance, parce que comme on a eu un projet un peu... on avait une personne qui était très compétente et vraiment dédiée à cette recherche du nouveau site. On est tombé sur une ancienne zone de friche industrielle près de Créteil, qui s'appelle la ZAC de la Balastière, qui était un ancien en bord de rivière, un ancien terrain vague pendant des décennies qui appartenait à la PHP et dont il ne faisait rien. Et tout d'un coup, l'État s'est organisé au tournant des années 2020-2021 pour le dire ça va bien, on a besoin de ces terrains. Et donc, ils ont viabilisé. L'État a viabilisé, a donné des parcelles à des développeurs et on a travaillé avec un très bon développeur qui nous a construit l'usine et on est locataire de cette usine. Encore une fois, pour réduire le CAPEX, il faut trop penser aux solutions de leasing. Ce n'est pas un CAPEX, c'est un OPEX. Hein. Et donc ça, c'est très important. Donc avoir un terrain qui nous est loué, avec un loyer, un bail de long terme, bien entendu. Mais ça nous permet également d'éviter de demander à nos investisseurs d'aligner de nouveau 20 millions d'euros pour un site. Hein. Et donc ça, pour ça, on a eu de la chance, mais ça ne vient pas sans préparation. Voilà. Alors, dans la question de s'implanter, il y a aussi souvent la question de se rapprocher de compétences clés dont on va avoir besoin pour son projet industriel. Et ça va me permettre de faire la transition vers notre dernière partie, qu'on va mener un peu de tambour battant, parce que je vois le temps filer, sur la question de comment une start-up industrielle, quand elle connaît un passage à l'échelle, elle doit se transformer. Son organisation se transforme, les recrutements augmentent très rapidement. Et surtout, on passe aussi d'équipes peut-être plus plus orientée R&D, orientée produit, projet, etc., à une équipe plus industrielle qui va construire l'exploitation du produit, etc. Et donc un certain nombre de process qui vont changer dans la construction de l'entreprise. Quand on gère le passage à l'échelle d'une start-up industrielle, il y a aussi l'idée de passer d'une entreprise innovante à une entreprise industrielle. Sur ce sujet, Florence, vous aviez une méthode assez intéressante, je trouvais, qui était dès le départ,
embaucher des personnes sur ces deux parties, à la fois préparer l'exploitation et développer le produit. Et aujourd'hui, vous avez mené tout un parcours d'apprentissage qui consiste à faire monter des batteries par vos salariés, si j'ai bien compris. Alors c'est vrai que nous, on n'a pas vraiment eu le choix. C'est-à-dire que d'habitude, on fait d'abord la R&D et après l'industrialisation. Sauf que pour certifier nos batteries, on est obligé de les avoir fabriquées sur l'outil de production cible. Donc on a été obligé de monter les deux en même temps. C'est plus difficile, forcément, puisque il faut faire la R&D et puis l'indus à côté. Et plutôt que d'avoir une équipe dédiée recherche-développement et une équipe dédiée industrialisation, finalement, c'était les mêmes personnes qui faisaient les deux et qui ont trouvé que finalement, c'était assez similaire entre créer un nouveau produit ou créer une nouvelle ligne, quoi. Ça reste de la créativité et ça, ils aiment bien. Après, dans le processus de recrutement, on aime bien que les personnes sachent de quoi on parle. Donc, c'est pas encore tout à fait encore mis en place, mais ce qu'on aimerait, c'est que chaque nouvelle personne de l'entreprise sache monter des batteries et soit habilitée. N'importe qui, n'importe quel métier. Je pense que c'est important, comme ça, au moins, tout le monde saura de quoi on parle. Et si jamais on a des moments de rush aussi, ça peut servir. C'est peut-être pareil chez vous, je sais pas. Après, on a aussi autre chose, c'est que on n'a pas une grande équipe, mais on a à peu près le même nombre d'équipes d'employés que d'actionnaires experts du secteur. Donc ça aussi, c'est une autre stratégie qu'on a mis en place, où on est allé muscler notre board avec, par exemple, le CEO actuel de Mercedes France, ou le CEO de Liebherr Aerospace, enfin l'ancien CEO, l'ancien VP Head of System Engineering de Airbus, ou l'ancien CEO Latécoère USA, etc. Enfin bon, il y a toute une liste. Et donc, ils ont tous une casquette. Donc, il y en a un qui va être plus commercial, il y en a un qui va être plus indus, il y en a un qui va être plus certif, il y en a un qui va être plus, etc., etc. Et donc, pour nous, c'est vraiment super parce qu'on a vraiment des gens très expérimentés qui viennent nous aider en tant qu'advisory board et qui sont aussi en lien avec nos équipes pour nous faire monter en compétence sur chacune de ces thématiques. Et ça, c'est très important, je pense, pour la réussite du projet. Peut-être Quentin aussi là-dessus, de votre côté, vous aviez ciblé des recrutements un peu nouveaux que vous n'avez pas forcément anticipé au début. Qu'est-ce qui vous apporte, quels sont-ils et qu'est-ce qui vous apporte aujourd'hui ? En écoutant Florence, je voyais le titre derrière, donc je dis juste un mot. Donc nous, on est membre de Start Industry. Nicolas, le CEO, est l'un des VP. Il y a un élément qui compte beaucoup, c'est pas l'industrie pour l'industrie. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure sur la création des besoins. C'est que c'est un outil au service de quelque chose. Dans le cadre de Neolith, c'est vraiment parce que on s'est donné un objectif environnemental de réduire l'empreinte carbone et environnementale du traitement de déchets, qu'on a choisi le levier industriel qui est probablement celui qui a le plus de traction, de puissance et de capacité de réplication. Ça, c'est vraiment la philosophie initiale. Merci. La philosophie initiale de Neolith. Sur la question des compétences, alors c'est une boîte qui est née comme beaucoup de startups. On a commencé avec les fondateurs qui sont assez atypiques. Il y a un tailleur de pierre, maçon tailleur de pierre, qui a eu l'idée initiale, un polytechnicien et un agro-paritech. Bon, leur force, c'est probablement d'avoir eu la bonne idée au début et puis d'avoir confié le bébé aux bonnes personnes au bon moment. Donc la boîte s'est structurée évidemment petit à petit avec un gros effort de R&D au départ. Et donc là, il faut avoir des invests qui font confiance très tôt sur un projet qui est encore assez conceptuel. Et puis très récemment, et là je rejoins ce que disait Michel tout à l'heure, il y a une grosse structuration du COMEX, mais aussi du CODIR. Nous, on appelle ça CODIR, c'est ce que tu appelais tout à l'heure ta ligne de management de leader. Et là, il y a des fonctions qu'on n'avait pas, dont la mienne, dont récemment le recrutement d'un directeur projet travaux neufs, qui va être celui qui va piloter la construction des usines. Et ces intuitions-là, il n'y a peut-être rien d'incroyable, parce que vous êtes probablement entrepreneur, vous êtes passé par là aussi, mais quand on a des témoignages d'industriels qui sont passés par là avant et qui vous disent « le mec qui va construire tes usines,
recrute-le 2 ans avant le démarrage de la première usine, parce que c'est lui qui va être chargé de son suivi et puis de sa mise en exploitation après, en fait, tu gagnes peut-être 1 an parce que tu l'aurais recruté trop tard, quoi. Plus toute la structuration des fonctions support de l'entreprise qui peuvent paraître évidentes aussi, mais qui nous font un bien fou. Notamment, nous, on a beaucoup structuré la DAF, qui aujourd'hui est une des plus-values quand on s'adresse aux investisseurs. On a des comptes qui sont carrés, on a des stratégies qui sont nettes, et donc on est beaucoup plus crédible. Donc ça, c'est nos recrutements clés et assez stratégiques. Et en parallèle de ça, notre gros défi à nous, il est à l'inverse de plus parler vraiment des leaders, mais de parler des opérateurs, ce qu'on appelle nous les valoristes, c'est ceux qui sont au contact du déchet, qui doivent trouver du sens dans un boulot qui, a priori, n'en a pas beaucoup. Parce que le centre de tri ou l'exploitation d'une usine de déchets, c'est pas forcément très excitant. Néanmoins, on a quand même des atouts parce qu'on est très attentif à la qualité du travail qu'on va proposer. Évidemment, toute la législation à respecter, mais en faire un petit peu plus et puis donner du sens. Parce que si on traite des déchets, je le redis, c'est parce qu'on a une visée environnementale. Et ça, c'est capital. Et le dernier défi pour nous en termes de ressources et de compétences, c'est qu'on est à Chalonnes-sur-Loire, là, donc c'est au bord de Loire, il y a des vignes autour, on commence à être très connus. La presse locale parle de nous très souvent, parce qu'on a des actualités, on est très relayés. Bon, c'est pas pour gonfler le torse, mais c'est que bomber le torse, c'est que on a cette chance-là. Donc recruter localement des ingénieurs, c'est plutôt facile. Ou alors des opérateurs, c'est plutôt facile, ou opératrices, parce que c'est du bouche à oreille, donc on y arrive plutôt bien. Là, notre gros défi, c'est qu'on aura une usine à Bordeaux, une usine à Toulouse, une usine en PACA, avec des cultures d'emplois très différentes. Et ça, c'est marrant, quand on discute avec les maires, spontanément, ils nous donnent le profil type du ou de l'ouvrière. C'est des gens travailleurs, c'est des gens... Alors bon, je ne sais pas si ça a une vraie réalité, mais en tout cas, il va falloir que nous, dans notre recrutement, on s'adapte aussi au bassin d'emploi local, aux tensions qu'il peut y avoir, aux capacités à former, même sur des métiers pas ou peu qualifiés, ce qui est à peu près 80% des effectifs d'une usine chez nous, grande capacité, celle de demain. Et donc ça, c'est notre nouveau défi. Et on est en train de préparer un travail de fond avec les collectivités territoriales, avec les acteurs de l'emploi locaux, parce que c'est indispensable pour nous, et ça va être probablement, tout le monde le dira, la clé de la réussite d'une entreprise après tout ce dont on vient de parler sur les certifications, la maturité industrielle, le dérisquage, etc. Merci beaucoup Quentin. Et peut-être pour Michel, pour compléter, et on va terminer avec toi, sur cette structuration de l'entreprise. Tu es arrivé aussi, toi, chez Calixia, avec cette mission-là. Voilà, qu'est-ce que tu as mis en place en écho à ce qu'a dit Quentin? Je pense qu'il y a pas mal de choses assez similaires, mais en écho avec ce qu'a dit Quentin, pour structurer justement une organisation qui soit à même de piloter un projet industriel. Alors effectivement, tu m'avais invité à parler de ça, ces aspects changements culturels lors de l'industrialisation, lors de Vivatech. Donc j'ai repris un peu les points, mais ils sont toujours valables, hein. Donc évidemment, il faut penser qu'on passe d'une boîte de R&D à une boîte industrielle. Donc avec des effectifs qui peuvent doubler, tripler. Donc il y a un vrai changement de ce point de vue-là. C'est-à-dire qu'il faut faire monter des compétences qu'on n'avait pas avant et changer la culture de la R&D à tout prix. Voilà. Parce qu'encore une fois, les investisseurs n'aiment pas trop la R&D, ils préfèrent les monter en capacité, les déploiements marketing, mais ils ne sont pas très à l'aise avec la R&D. Et ensuite, les clients eux-mêmes, ils ne cherchent pas de la R&D, ils cherchent des solutions industrielles. Donc, il faut recruter de l'expérience, mais sans déséquilibrer l'organisation. Nous, comme je l'avais dit au début, on est 100 personnes. Il y a âge médian 30 ans. C'est-à-dire que la moitié des gens, c'est des générations Z. Ensuite, on recrute quelques vieux croumirs comme moi, génération X, plus de 50 ans. Et il y a un peu de difficulté à recruter la génération Y, hein, parce que c'est des gens qui souvent sont en pleine ascension dans leur groupe, dans leur employeur présent. Donc c'est toujours un peu difficile à ce niveau-là. Mais il faut faire coexister ces cultures. Voilà. Compétences différentes, plus que de la R&D, compétences différentes. Il y a un effet gourou à gérer aussi, parce que souvent les fondateurs ou l'équipe fondatrice, peut-être pas forcément les fondateurs, mais surtout la première poignée de braves Mohicans qui étaient là au début, eux, ils avaient l'habitude au début d'être dans la même pièce, parler de tous les sujets, et c'était un comex ambulant, hein. Toute la boîte était le comex, quoi. Voilà. Mais à un moment donné, on va recruter des gens, et donc ils vont atteindre leur niveau de compétences. Et donc ça, c'est un vrai choc culturel pour eux, hein. Et ça crée des crises. Il y a des gens qui partent.
Pas tellement parce qu'ils se sentent pas bien avec le modèle, etc. Mais c'est juste parce que bah, voilà, on m'a enlevé la moitié de ma responsabilité. On m'a collé un chef, machin. Et donc ça, c'est aussi un effet. Et c'est important parce que l'effet gourou peut tuer une boîte également. Parce que l'effet gourou, c'est l'effet qui consiste à dire je connais tout, je touche à tout, je suis le seul à comprendre ce que je fais. Et au fil du temps, puisqu'il n'y a pas de contre-pouvoir, pas d'autres experts, je finis par m'enfermer dans mes mensonges et ça me stresse. Donc ça, c'est l'effet gourou qui est un risque important pour toute start-up. Hein. Et donc ça, il faut le combattre volontairement quand on est dirigeant d'une société. Donc il faut partager les pouvoirs, partager les connaissances, séparer les fonctions. Hein. Mais ça crée des crises pour ceux qui avaient le plaisir d'être un des gourous touche-à-tout du début. Hein. Et ça, il y a plein de boîtes qui témoignent sur ce sujet-là. L'autre commentaire, c'est apporter de la structure, oui, mais sans perdre en agilité. Alors c'est facile à dire, il y a tout un tas de trucs qu'on essaye, on échoue, on essaye, on expérimente, mais il faut apporter de la structure, mais pas trop. Voilà. Et dernier point, favoriser la diversité. Je ne vais pas dire des platitudes sur la diversité, mais c'est vraiment une richesse. C'est vraiment une richesse. Ça représente mieux notre base de clientèle, ça représente mieux notre tissu social, environnemental, ça fait plus de créativité. Donc il faut vraiment utiliser ça comme une arme stratégique. Voilà. Merci beaucoup. On est arrivé au bout du temps. On va prendre peut-être deux questions pour clôturer s'il y en a. Je voulais d'abord vous remercier pour votre participation à cette table ronde. Chacun d'entre vous, je sais que les trajets ont été compliqués, on a démarré pas comme on aurait voulu, mais merci beaucoup pour ces échanges et ces partages de témoignages. Je voulais remercier également Start Industrie qui est partenaire sur cette table ronde, vous en avez parlé. Mieux que moi, mais simplement voilà, un acteur aussi qui structure le discours en faveur des startups industrielles, qui anime aussi cette communauté, et donc un acteur clé qui a permis aussi de rassembler aujourd'hui nos trois intervenants pour justement témoigner de ces enjeux-là, qui sont quand même des enjeux nouveaux, donc de financement, de sécurisation, de dérisquage et d'organisation un peu spécifique. Est-ce qu'il y a deux questions, ou une question ? Bonjour et merci à tous les trois, c'était vraiment très intéressant, très enrichissant. Moi, je développe une start-up industrielle, donc je bois vos commentaires. Voulais vous poser la question à tous les trois, à quel stade de commercialisation vous êtes? Donc j'ai compris que bon, dans certains cas, ça dépendait des agréments, etc. Et ça, c'est crucial pour aller lever des fonds, de pouvoir être proche de la commercialisation. Donc combien de temps ça vous a pris pour arriver à ce stade-là et pouvoir rassurer les investisseurs? Moi, ça m'a pris 8 ans. Et il fallait que je décroche du coup le fameux Sésame qui nous apportait la certification qui nous permettait d'aller sur le marché. Donc ça y est, on l'a. Et on va enchaîner maintenant avec des contrats commerciaux, dont certains qui sont déjà en cours de négociation. Et les premiers devraient arriver avant fin d'année. Nous, on vend un petit peu des prestations de traitement de déchets, mais qui sont, comme notre outil industriel est encore un pilote, on n'a pas des vraies capacités industrielles pour générer du chiffre d'affaires. Donc on est en lancement petit à petit, mais le vrai saut, ce sera l'installation de notre première usine, pour le coup, début 26. Pour nous, donc là, on est à la phase critique où nos grands projets de co-développement avec les clients, donc plutôt l'aspect R&D, ces grands projets se sont conclus vers 2022-2023. Là maintenant, on a défini il y a certains grands projets qui continuent. Hein. Les grands moonshots sont encore en train de continuer parce que c'est des allers-retours avec le client. Mais en même temps, on en a profité pour de développer une gamme pleinement industrialisée, pleinement spécifiée. Hein. Et on a même rempli notre stock commercial de sécurité de produits finis pour avoir un volant de produits sur étagère pour les proposer à un large panel de clients sans forcément avoir un co-développement, de l'IP, etc. Voilà. Donc on en est là et ça c'est en train de décoller. Voilà. Et juste un petit complément, il y a quand même une phase où on peut contractualiser avec des clients sans avoir l'outil de production. C'est un peu ce qui est atypique aussi dans nos métiers. Donc ça fait partie, je pense, c'est plus que des pré-contrats. C'est des contrats pour dans 1 an ou 2 en fonction de la livraison de l'outil industriel. Alors, pas du tout dans mon domaine. Oui. Une dernière question.
Pardon, j'ai vu, il a levé la main juste avant. Je suis désolé. Ah merde, bon, je le prendrai aussi. Oui, juste une question sur les financements. Selon vous, ce qui est le plus bloquant, c'est quoi? C'est le modèle de la start-up industrielle qui n'est pas adapté au modèle des venture capital, ou alors c'est la méconnaissance technique qui génère du coup une absence de confiance de vos procédés? Je pense pas du tout que ça au niveau du modèle, puisque il y a quand même des biotech et des medtech qui sont sur les mêmes typologies que nous, les mêmes longueurs de temps, les mêmes problématiques souvent de certification ou d'agrément ou de choses comme ça. Donc je pense pas que ça vienne du modèle, mais plutôt de la méconnaissance du secteur des fonds sur le secteur industriel. Et c'est pour ça qu'avec Startup Industrie, on y travaille. Il y a une dernière question ici et puis on arrêtera. Bonjour, merci à tous les trois. Là, on est plutôt sur des cas de réussite. Il y a quelques cas médiatiques qui vont pas très bien en ce moment. Je pense notamment à Insect. On voit aussi qu'il y a du mal à monter en cadence côté des gigafactories de batteries. Je voulais savoir, est-ce que ça a des répercussions aujourd'hui sur l'écosystème? Est-ce que côté investisseur, vous sentez qu'il y a des inquiétudes, ça refroidit un petit peu les gens à qui vous parlez? Et peut-être, si jamais aussi, c'est des exemples qui vous inspirent des stratégies, si vous pouvez aussi nous dire voilà, qu'est-ce que vous comprenez des difficultés de ces pairs. Merci. Alors, je serais bien présomptueux de commenter le destin de sociétés qui sont plus avancées que les nôtres. Hein. Donc, attention, les commentaires, c'est facile, l'art est difficile. Hein. Donc, mais par contre, c'est certainement, il y a des choses à apprendre ou à observer. Ce qui est clair, c'est que les investisseurs, c'est quand même un comportement panurgien. Hein. Donc il y a des vagues, il y a des courants, il y a des cycles. Donc il y a 2 ans, quand je suis arrivé en sortant de Saint-Gobain, dans le monde des startups, on disait oui, alors en fait, il y a eu une bulle, mais là on est en train de sortir de la bulle. C'est plutôt les séries C, D, E qui vont avoir un accès au capital facile. Et série A et B, ça c'est en train d'un peu de s'assécher. C'est le message il y a 2 ans. Bon, ok. Et donc on disait les investisseurs qui ont déjà investi dans la série A ou B d'une entreprise vont préférer double down là, en série C ou D parce qu'ils connaissent le business et c'est moins risqué pour eux, à leurs yeux. Mais évidemment, le problème, c'est que plus on avance, plus les tickets sont gros, plus les valos, on ne veut pas faire de down round. Donc en fait, c'est qui tout double en même temps. Et donc, il y a eu un changement culturel que j'ai observé il y a 1 an, qui dit finalement, oh là, qui tout double, non, moi, je ne suis pas prêt à faire ça. Donc, j'arrête d'investir dans les CD. Et par contre, pas de problème, parce que j'ai toujours du dry powder. Le dry powder, vous savez, c'est la quantité d'argent disponible dans la poche des VC qui ne distribuent pas. Hein. Et ben, ma dry powder, il faut quand même que je dépense, parce que sinon, je ne sers à rien en tant que VC, avec mes management fees, je sers à quoi, hein. Donc, ils sont obligés d'investir. Et ils ont investi plutôt dans la série A et B parce que au moins c'est diversifié de nouveau le risque. C'est des petits tickets, il y en a plein, et au moins ils justifient un peu leurs fees. Et donc tout ça pour dire, c'est très difficile d'avoir une règle générale là-dessus parce que c'est des comportements, des mouvements, des modes. Hein. Il faut juste être un peu au courant de la mode présente. Et de toute façon, vous n'avez pas le choix d'être en série D ou en série A. Vous êtes là où vous êtes. Hein. Donc, il faut faire avec. Hein. C'est comme la météo, un peu sans plaindre, mais elle est comme elle est. Ce que nous, on a tiré comme enseignement un peu à la lecture des histoires d'industrialisation, c'est justement, je reviens sur la partie dérisquée, CAPEX bas, modularisation, standardisation, pas d'infrastructure chère, j'achète pas mon terrain, je fais du leasing avec mes machines. De manière, je variabilise autant que possible la main-d'œuvre, j'ai des alternants. Enfin, il faut penser à variabiliser vos coûts. Hein. Donc voilà, c'est un peu ça l'enseignement que j'en tire. Et du coup, c'est devenu d'autant plus important aujourd'hui compte tenu de l'actualité. Et un tout petit mot pour dire que c'est particulièrement insupportable de voir LinkedIn se déchaîner et presque jouir de voir ceux dont on parle ici tomber de Charib dans Scylla et se retrouver à donner des leçons parce qu'on applique un modèle SaaS sur un modèle industriel avec des retours sur investissement qui sont évidemment beaucoup plus longs, des CAPEX qui sont beaucoup plus forts et une utilisation de l'argent public qui serait dilapidée
parce qu'on n'aurait pas un chiffre d'affaires qui arriverait tout de suite. Ça, c'est assez agaçant, et quand on le vit de l'intérieur, on le ressent d'autant mieux, mais j'ai trouvé que le spectacle des réseaux sociaux sur les annonces de la semaine dernière était vraiment particulièrement irritant. Merci beaucoup. Merci pour cet échange vraiment riche sur vraiment toute la trajectoire des startups industrielles. On a essayé de le faire en 1 heure, on pourrait passer 4, je pense, au moins. On va laisser la place aux prochaines tables rondes parce qu'on est en train de déborder. Merci à tous pour votre écoute.